Elle travaille sur le projet en mode solution nature qui vise notamment à faire reconnaître le potentiel et le rôle des écosystèmes dans la lutte et l'adaptation au changement climatique. Notre second invité est le maire de la municipalité de Pressac, M. Donald Roux, un homme motivé et proactif qui a notamment participé au projet pilote en mode solution nature qui est soutenu par Nature Québec et la Société pour la nature et les parcs du Québec. Donc, bonjour à vous deux. Puis, dernier mot avant de commencer, je souhaite préciser là, qu'il va y avoir une période de questions à la fin des deux présentations. Donc, je vous invite là, à noter vos questions, puis nous y reviendrons par la suite. Donc, je souhaiterais maintenant la parole à Marie-Hélène. Bonjour, bonjour. Donc, j'ai toujours le petit vertige d'essayer de partager mon écran puis de souhaiter que ça fonctionne. Donc, un instant, je me lance. Dites-moi que vous voyez mon écran, s'il vous plaît. Yes, On voit super. bien ton écran. Parfait, merci beaucoup. Donc, merci Andrea, merci au Créate pour l'invitation. Donc, oui, je m'appelle Marie-Hélène Jacques, je suis chargée de projet chez Nature Québec. Nature Québec, c'est pardon, excusez, faut que me familiarise 2 secondes avec. OK, ça marche. Donc, Nature Québec, c'est un OBNL qui œuvre à la conservation des milieux naturels depuis 1981. Donc, c'est pas un jeune organisme, c'est un organisme très bien établi qui va mener des projets et des campagnes autour de 4 axes principalement, soit la biodiversité, l'axe dans lequel je m'inscris, la forêt, l'énergie, le climat, puis l'environnement urbain. C'est un OBNL d'envergure nationale, c'est-à-dire qu'il agit partout au Québec. Puis ce que Nature Québec fait, c'est sensibiliser, mobiliser, puis agir en vue d'une société plus juste, à faible empreinte écologique et climatique, et aussi solidaire du reste de la planète. Rien de moins. Euh, j'ai décidé comme de vous vendre mon punch dès la première slide, dès la première diapositive. Je sais que c'est pas une approche super qui vous tient sur le bout de votre chaise, mais c'est parce que c'est tellement important que ce que je veux vous dire aujourd'hui, là, c'est la chose que je veux que vous reteniez, c'est que agir pour la biodiversité, c'est agir pour le climat. Au fond, les liens entre la crise de la biodiversité puis la crise des changements climatiques sont maintenant amplement démontrés. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qu'on appelle plus souvent le GIEC, et un autre groupe qui a un nom tellement épouvantable, mais je me lance dans vous le dire, c'est l'IPBES, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Je serais très découragée de devoir dire le nom de mon organisme si je travaillais pour eux. Donc, l'IPBES et le GIEC, donc un organisme spécialisé sur le climat, un organisme spécialisé sur la biodiversité et les écosystèmes, les services rendus par les écosystèmes, ont coécrit un rapport en 2021 qui établissait très, très clairement et fortement les liens entre ces deux grandes crises-là, la crise de la biodiversité, la crise du climat, pour dire en fait que ces crises-là ne sont qu'une seule et même crise qui menace l'avenir de l'humanité, puis que les solutions à ces crises-là sont aussi les mêmes, finalement, qu'elles sont profondément liées. Euh, Parce que les deux crises ont la même cause, finalement. Tu sais, l'espèce humaine qui a manipulé puis transformé la nature, qui en a exploité les ressources, puis que ça a facilité le développement de technologies, mais que ces technologies-là ont demandé l'usage de plus en plus d'une grande quantité d'énergie. Ça a certes amélioré nos conditions de vie, puis ça a favorisé la croissance de la population humaine mondiale, mais au détriment de nos possibilités de survie à long terme, puis au coût d'importantes inégalités sociales puis économiques. Fait que cette croissance-là effrénée a mené à des modifications sans précédent du fonctionnement des écosystèmes, des fonctionnements de la planète Terre en comparaison à avant l'industrialisation puis notre croissance effrénée. Puis c'est ça qui mène à la double crise. Maintenant, on l'appelle souvent comme ça dans les écrits que moi j'ai l'impression de lire tous les jours puis que tout le monde dit ça, mais peut-être que vous n'êtes pas familier avec l'expression de la double crise quand on réfère à la crise du climat et de la biodiversité qui sont très profondément liées. Quand on parle du déclin de la biodiversité, là, on va dire qu'en ce moment, on fait face à une disparition des espèces à un rythme sans précédent, à une diminution de la superficie occupée par les écosystèmes en bonne santé sur notre planète. Puis ce déclin-là de la biodiversité, une des 5 causes identifiées, ce sont les changements climatiques. Donc, les changements climatiques se déroulent à un rythme, pardon,
trop rapide pour permettre aux espèces de s'adapter. Puis les épisodes météo extrêmes occasionnés par les changements climatiques vont aussi détruire carrément des milieux naturels qui sont des puits de carbone importants, fait qu'ils vont par le fait même aggraver la crise climatique. Là, je ne sais pas, est-ce que vous voyez ma souris quand je pointe quelque chose sur une diapo? Super. Donc, si on fait peu d'efforts pour atténuer les changements climatiques, ça va accélérer la perte de la biodiversité. Puis la biodiversité, les écosystèmes qui stockent le carbone, s'ils disparaissent, bien, ils vont capter et stocker moins de carbone, ce qui va venir nourrir la crise climatique pour laquelle on fait peu d'efforts. Puis là, on se trouve dans un cercle vicieux où les choses empirent. Finalement, si on fait des efforts d'atténuation du changement climatique qui vont permettre de préserver une plus grande diversité d'espèces, donc protéger aussi, pardon, conserver une plus grande quantité et diversité d'écosystèmes qui vont, eux, capter et stocker le carbone et qui vont finalement atténuer les changements climatiques. Donc là, on se retrouve dans un cercle vertueux, puis c'est vers ça qu'on veut s'en aller avec les solutions nature, le thème de notre webinaire d'aujourd'hui. Pour vous donner des exemples de ça, euh, oupsie. Donc, l'image à gauche, on la voit bientôt, maintenant ou dans les prochaines semaines au Québec, des inondations, donc des routes qui vont être inondées, mais aussi des quartiers, des maisons. Donc, c'est une menace, tu sais, juste nos déplacements quotidiens, mais aussi à la santé, la sécurité des êtres humains qui habitent les secteurs inondables. Puis face à cette situation-là, on pourrait dire, ah ben, on va construire une digue, tu sais, pour empêcher l'eau ou creuser une plus grosse calvette ou un plus gros fossé, peu importe. Puis ça, c'est une solution. Mais si on regarde à droite, puis là, ça, c'est pas une image générée par l'intelligence artificielle, là. C'est dur maintenant de départager le vrai du faux, là, mais ceci est authentique. C'est une ville en Chine où il y a un réseau là, de milieux humides à proximité. Puis c'est une ville de taille conséquente, là. Comme en Chine, les villes, c'est quelque chose. C'est pas des petites. C'est la population du Québec en entier, peut-être dans cette ville-là. On est à cette échelle-là. Puis à la place d'une grosse digue autour de la ville, ben, on a un complexe de milieux naturels, de milieux humides qui vont agir comme une énorme éponge qui va absorber les eaux de pluie plutôt que de se fier comme au système d'aqueduc de la ville puis d'espérer que toute cette eau-là qui ruisselle sur l'asphalte va réussir à rentrer dans les tuyaux, ce qui n'arrive plus dans les cas de pluie diluvienne. Puis comme vous pouvez vous en douter, ben ça fait bien plus qu'une digue au niveau des changements climatiques. Ça va aussi être un important puits de carbone parce que là, on a un beau milieu naturel. Puis aussi, on voit qu'il y a des sentiers que les gens peuvent aller circuler. Peut-être qu'ils font du pédalo la fin de semaine, je sais pas, mais les humains de la ville vont bénéficier aussi de ce milieu naturel-là. Puis on sait que d'être à proximité puis de fréquenter les milieux naturels, ben, ça a des impacts importants sur la santé physique et mentale des populations humaines. Fait que la solution de droite, elle va avoir d'importants bénéfices au point de vue de la sécurité, de l'adaptation au changement climatique, de la santé humaine et de la biodiversité, versus si on ferait une simple digue qui réglerait quand même le problème qu'on voit à gauche, mais qui en ferait beaucoup moins pour notre argent. Euh, un autre exemple, c'est les tourbières. Je crois savoir qu'en Abitibi-Témiscamingue, vous en avez pas mal des tourbières. À l'échelle du Québec, là, c'est un écosystème qui occupe 7 fois moins de superficie que les forêts. Donc, il y en a beaucoup moins, mais elles stockent 1,5 fois la quantité de carbone. C'est de l'ensemble du carbone qui est séquestré dans toutes les forêts. Il y en a encore plus, 1,5 fois plus dans les petites, ben, les petites, la superficie plus petite occupée par les tourbières. C'est donc dire que c'est des puits de carbone hyper importants. Puis si on inventait des technologies là, qui captaient le carbone puis qui le gardaient dans des contenants, là, il y a des gens qui pensent à des solutions comme ça, mais ça ne ferait pas le même travail que ces tourbières-là qui ont mis des millénaires à s'installer puis qui vont abriter une foule d'espèces végétales et animales spécifiques. Donc, les tourbières sont irremplaçables, puis pourtant, on les détruit encore aujourd'hui à un rythme inquiétant. Donc, quelles sont les solutions qui nous permettent d'aborder ces deux crises-là en même temps? Bien là, je vous l'ai dit dans le titre, hein, les solutions nature. Là, c'est un moment où je vous présente une vidéo d'une de mes collègues qui, je trouve, fait un excellent travail pour expliquer c'est quoi les solutions nature, mais c'est toujours un peu embêtant de partager quelque chose en ligne, une vidéo comme ça, fait que j'espère que tout va bien se passer. Je passe sur YouTube parce que c'était plus fluide la lecture. Fait que j'essaie ça. Normalement, vous voyez la vidéo à l'écran.
C'est le cas. Donc, je me Oui. lance. Andrea, tu me dis si ça va pas. Ça y est, on a enfin trouvé la solution pour le climat. Et vous savez quoi? Elle était juste sous nos yeux, ici. Là. Qui là? Eh bien oui, la nature. C'est simple, non? En fait, les milieux naturels agissent comme capteurs de carbone et nous permettent d'être plus résilients face aux aléas climatiques. C'est ce qu'on appelle les solutions nature pour le climat. La définition officielle, c'est l'ensemble d'actions mettant de l'avant les écosystèmes afin de diminuer nos gaz à effet de serre et de nous adapter aux conséquences des changements climatiques. Wow. En fait, les solutions nature pourraient même fournir plus d'un tiers des efforts mondiaux permettant de lutter contre les changements climatiques d'ici 2030. Au Canada, on parle même d'un potentiel de réduction de GES de 78,2 mégatonnes équivalent CO2 par année. Ça vous dit rien? Ok. Imaginez supprimer pas moins de 80% des véhicules automobiles qui circulent sur les routes au Canada chaque année. Le pouvoir de la nature est juste énorme. Mais comment ça marche? Est-ce qu'on demande aux pétrolières de planter quelques arbres? Oui, tout à fait. En fait, les milieux naturels, ça fait des siècles qu'ils se forment. Les arbres qui poussent dans les forêts depuis des centaines d'années captent et stockent du carbone. Les tourbières aussi, d'ailleurs. Et l'utilisation que l'on fait des milieux naturels pour des activités telles que l'agriculture ou la foresterie ont aussi un énorme potentiel de réduction des gaz à effet de serre. Par contre, quand on détruit ces milieux naturels, c'est tout le contraire qui se passe. Ils libèrent tout le carbone qu'ils ont emmagasiné. C'est pourquoi la règle d'or avec les solutions nature pour le climat, c'est de ne pas détruire les milieux naturels. En gros, il faut les protéger. Ensuite, on parle de les restaurer quand on les a malheureusement détruits. On parle aussi d'améliorer nos pratiques qui les utilisent. Et là, vous vous dites, quoi? C'est ça la solution miracle? Vous vous attendiez à quoi? Des climatiseurs dans les rues? Des villes flottantes? Des vaches zéro émission? Je vous l'avais dit que c'était simple. Et les solutions nature pour le climat ont aussi beaucoup d'avantages sur les technologies. Elles sont comme un canif suisse. Elles regroupent plusieurs outils en même temps. En plus de capter du carbone, elles nous aident à nous adapter aux événements climatiques extrêmes. Ensuite, elles permettent de protéger et de restaurer les habitats pour la biodiversité. Enfin, elles nous donnent accès à une nature de proximité qui est très bonne pour notre santé à la fois physique et mentale. L'important avec les solutions nature, c'est que si on veut qu'elles fonctionnent, il faut les implanter de la bonne façon. Mais ça, j'en parle dans une prochaine capsule. En attendant, allez sur le site solution-nature.org pour en apprendre davantage. Most people have no clue that in 2023, the best... OK. Normalement, je suis de retour avec vous. OK, désolée pour la vidéo qui a commencé ensuite. Je ne sais pas si vous l'avez vu, là, c'est la fonction de lecture automatique. Donc voilà, j'espère que la qualité était suffisante, là, vous avez bien vu puis entendu les propos d'Anne-Céline. Elle vous invitait d'ailleurs à visionner la capsule suivante. Donc la capsule suivante, elle existe. Je vais envoyer la présentation là, à Andrea pour qu'elle puisse vous la partager. Puis j'ai aussi inclure les liens vers d'autres sources là, dans Mode Solution Nature, dont les vidéos. Sentez-vous libre de les partager si vous avez des médias sociaux de vos municipalités ou de les partager à tous vos amis. C'est là pour ça. Donc, oh non, la vidéo veut recommencer. Ça y est, on a enfin trouvé. OK. Donc, les solutions nature, il y a le but, c'est vraiment de s'attaquer à un défi que la société humaine a à relever. Fait que ça peut être s'attaquer aux vagues de chaleur, aux inondations, à la détérioration de la qualité de l'air, à la perte de biodiversité, en utilisant le pouvoir des écosystèmes. Puis dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, on parle vraiment des solutions nature pour le climat parce que la crise à laquelle l'humanité fait face, à laquelle on veut s'attaquer, c'est celle causée par les changements climatiques. Les efforts qu'on peut faire sont dans 3 types d'axes d'intervention différents. Il y a premièrement mieux gérer. Ça veut dire avoir des bonnes pratiques. On parle surtout de pratiques agricoles et forestières. Puis juste dans ce domaine-là, au fond, ça représente 57% du potentiel d'atténuation annuelle du Canada.
Fait que si on faisait mieux les choses qu'on fait déjà, on réduirait les émissions d'une façon majeure et spectaculaire. Si on protège les milieux naturels, puis ça, c'est souvent vu comme la façon, la meilleure marché, dans le sens où on n'a rien à faire, on a juste à arrêter de faire des choses, juste arrêter de détruire les milieux. Bien là, on parle de 38 du potentiel d'atténuation annuelle. Puis la restauration des milieux perturbés, c'est là que c'est le moins payant, mettons, en termes d'atténuation de carbone, sauf que, justement, on ne veut pas seulement voir les choses en termes d'atténuation de carbone. Les milieux détruits, par exemple, qui causent les inondations dans les secteurs urbains, ben, même s'ils vont peut-être moins réduire, avoir un moins gros impact sur le bilan GES, ils ont un énorme impact sur la santé et sécurité des populations. Fait que c'est pas parce que c'est moins payant en termes de carbone que c'est des solutions qu'il faudrait moins considérer parce qu'elles ont d'autres avantages hyper importants. Les solutions nature, on va les appliquer dans 4 milieux différents. En fait, je parle de 3 milieux différents, dont les milieux humides. Je ne sais pas si vous avez vu dans la presse ou dans les journaux dans les derniers mois, il y a eu des articles là, qui disaient que quand on veut détruire un milieu naturel, quand on est un promoteur, il faut compenser, payer un fonds pour avoir détruit ce milieu-là. Puis ce fonds-là est censé servir à restaurer un milieu naturel. Puis dans ce fonds-là, il y a maintenant près de 110 millions de dollars. Donc, on détruit des milieux, mais on n'en recrée pas plus. Fait que le principe de zéro perte nette qui est supposé être mis en œuvre n'est pas du tout. Ce qui est inquiétant compte tenu de ce que je vous ai dit, comment les tourbières sont des puits de carbone vraiment majeurs et importants. Donc, en milieu humide, ce qu'on peut faire, c'est conserver et restaurer les tourbières. Restaurer les marais salés, ça vous touche quand même moins en Abitibi-Témiscamingue quand même. Mais dans les villes côtières, les marais jouent encore, ceux qui restent, des rôles importants pour atténuer les ondes de tempête là, qui vont aller ravager les côtes. Puis on peut conserver et restaurer les milieux humides d'eau douce. Je vous donne un exemple d'une solution nature en milieu municipal, parce qu'en fait, c'est une tourbière immense. Enfin, immense. Peut-être que vous, ça vous fait rire, là, mais pour le sud du Québec, 15 km² de tourbière, c'est vraiment une grosse tourbière. Elle est tout près de Lévis. Puis c'est un projet de réserve écologique, là. Donc, ce territoire-là est sous protection maintenant, depuis plusieurs années quand même. Ce n'est pas un nouveau projet. Donc, vous vous doutez là, que les bénéfices pour le climat de ce projet-là, c'est un important réservoir de carbone. Les bénéfices pour la biodiversité, bien, il y a plus de 150 espèces végétales qui ont été répertoriées, dont plusieurs espèces de plantes carnivores et de plantes rares au Québec. Il y a 100 espèces d'oiseaux, notamment évidemment des oiseaux aquatiques. Là, vous voyez les morts qu'on voit là, sur la photo. Puis le site est accessible aux visiteurs depuis peu, par exemple. Ça, c'est un ajout dans les dernières années. Il y a presque 1 kilomètre de passerelles sur lesquelles on peut circuler, là, qu'on voit à l'écran. On peut aller visiter ce milieu-là, puis il y a des activités d'interprétation. Donc, vous voyez les bénéfices pour le climat, mais aussi tous les co-bénéfices pour la santé humaine puis le bien-être des populations. Au niveau de la forêt, l'aménagement forestier et du territoire là, peut être conçu pour minimiser les émissions puis préserver la biodiversité. Il y a 3 façons dont le secteur forestier agit au niveau de la séquestration du carbone. Fait que c'est la séquestration du carbone en forêt même et son stockage. Il y a la substitution, je pense que excusez, je me suis perdue. Donc, c'est ça, la séquestration du carbone en forêt, le stockage du carbone en forêt, puis dans les produits du bois, puis la substitution, finalement, quand on utilise le bois à la place du béton, bien, le béton, c'est des produits là, à forte intensité de GES, fait que c'est une autre façon où le secteur forestier vient agir. Fait qu'on peut, pour agir au niveau des forêts, bien, conserver la forêt, améliorer les pratiques d'aménagement forestier, restaurer le couvert forestier là où il a été détruit. Puis, augmenter la canopée urbaine, c'est souvent quelque chose dans les milieux, en région où vous êtes, on peut se dire, ah ben, on est dans la forêt, là. Il y a la forêt tout autour. Fait que pourquoi on se préoccuperait des arbres comme le centre-ville de notre municipalité? Mais en fait, ces arbres-là jouent un rôle hyper important au niveau des vagues de chaleur qui, ici, ne sont pas déjà chez vous. Elles s'en viennent dans les 100 prochaines années. Puis les arbres, ça prend du temps à pousser. Fait qu'il faut maintenant planifier ces interventions-là au niveau de la canopée. Puis, comme exemple, je vous donne le parc Angrignon à Montréal. Donc, c'est un parc qui comprend d'importantes zones forestières, des marécages et des étangs, un important puits de carbone. Puis, ce parc-là a été fortement endommagé par la grille du Frêne. Donc, il y a un important pourcentage du couvert forestier qui a été ravagé, mort. Ces arbres-là ont été abattus.
Fait qu'il y avait le milieu naturel était à restaurer finalement. Puis aussi, les infrastructures étaient désuètes. Là, moi, j'y allais quand j'étais petite, là, puis fait que ça fait beaucoup d'années que j'étais petite. Fait que ça commençait à être plus super adéquat. Fait qu'ils ont injecté 2,8 millions de dollars. Fait que c'est un investissement vraiment conséquent. Puis ça a permis de planter plus de 10 000 végétaux dans les dernières années, dont 3 000 arbres. Fait que le milieu naturel a été restauré. Puis c'est un milieu naturel qui est vraiment ancré dans la trame urbaine. Là. Fait que les gens de la ville de Montréal peuvent aller au parc. Ensuite, en milieu agricole, moi, je ne suis pas agronome, là, fait que je ne vais pas vous détailler tout ça, là, mais c'est le seul secteur, à part le transport, où les émissions ont augmenté depuis les années 90. Puis il y a des changements aux pratiques, aux façons dont on pratique l'agriculture qui peuvent vraiment diminuer les productions de GES. C'est le secteur le plus prometteur en termes de diminution d'ici 2030. C'est en modifiant les pratiques agricoles, entre autres en ayant des cultures de couverture, en respectant enfin les bandes riveraines, ce genre de choses. Au niveau municipal, on peut vous dire, ben, nous, on n'est pas des producteurs agricoles, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Puis, il y a la ville de Granby qui a établi un système là, pour rémunérer les producteurs agricoles via des subventions municipales pour ceux qui ont des bonnes pratiques, parce qu'il y a un lac à proximité de Granby qui s'appelle le lac Boivin, qui est utilisé en villégiature, puis qui avait tendance à s'eutrophiser. Donc, c'est quand il y a trop de sol et de nutriments qui vont dans le lac, ça fait augmenter la capacité aux algues de se reproduire, qui vont utiliser tout l'oxygène du lac, qui vont finalement, les poissons qui respiraient cet oxygène-là vont mourir. Fait que c'est ça, l'eutrophisation en 2 secondes, c'est plus compliqué que ça. Fait que finalement, la ville a agi à ce niveau-là, en félicitant les agriculteurs qui changeaient leurs pratiques au moyen d'une subvention. Je veux revenir sur les pièges qu'Anne-Céline vous a présentés. Donc, il faut absolument éviter d'utiliser les solutions nature dans une logique de compensation. Donc, de se dire, ah ben, on ne va pas limiter nos émissions de GES parce qu'on va protéger des milieux puis planter des arbres, fait que ça va s'équivaloir. On comprend qu'avec l'ampleur de la crise puis l'ampleur de l'effort à fournir pour freiner la direction dans laquelle on est, il faut faire les deux. Il faut absolument diminuer nos GES et mettre en place les solutions nature. Il ne faut pas favoriser la séquestration de carbone à tout prix au détriment de la biodiversité. Fait que, si on veut absolument atteindre la carboneutralité, puis on se dit, OK, on va changer notre flotte de véhicules, puis on va modifier nos bâtiments, puis on vient obsédé par un volet, puis qu'on ne pense plus à l'autre, ben, c'est un piège à éviter parce que je vous l'ai dit dès la première diapositive, agir pour la biodiversité, c'est agir pour le climat. Puis pour avoir des exemples, mettons, je pense... si on dit, OK, on va planter des arbres, puis là, il y a une prairie où on va restaurer cette prairie-là en forêt. Mais si cette prairie-là, c'est un habitat pour le goglu des prés, qui est un oiseau menacé, je ne sais plus c'est quoi son statut exact, là, je pense que c'est menacé ou en voie de disparition, mais là, on va détruire l'habitat d'une espèce pour absolument avoir un meilleur bilan GES. Ça n'a pas de sens de faire une chose comme ça. Fait qu'il faut vraiment avoir une vision globale. Puis, un autre des pièges, ce serait d'implanter les solutions nature sans le consentement des communautés locales. Puis ça, je vais y revenir dans les prochaines diapositives. Donc, le Nature Québec, puis la SNAP, on a mené le projet en mode solution nature, auquel Pressac participe. Puis je vous l'explique finalement en 5 étapes, mais en gros, là, le but, c'est de faire connaître les solutions nature. Au fond, les solutions nature, c'est un terme qui est encadré par l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est un des outils dans la lutte au changement climatique qui était utilisé à l'international, dont on entendait parler, mais qui était peu considéré ou connu au Québec. Puis c'était ça le but du projet, c'était de faire connaître les solutions nature. Puis une des façons de les faire connaître, c'était de les mettre en place. Donc, on a recruté 10 municipalités, dont Pressac, mais aussi Saint-Camille en Estrie, Chelsea en Outaouais, Nicolet et Victoriaville qui sont au centre du Québec, Varennes sur la rive sud de Montréal, Rivière-du-Loup dans le bas du fleuve, Tadoussac sur la Côte-Nord, Mascouche, la rive nord de Montréal, puis la MRC de Papineau qui contient quand même 25 municipalités où là, l'exercice a pris une toute autre ampleur. Qu'est-ce qu'on a fait dans chacune de ces municipalités-là en collaboration avec eux? C'est la formation d'un comité multipartite. Puis là où je voulais en venir avec justement de ne pas implanter les solutions nature sans le consentement des communautés locales, c'est si la municipalité décide d'une façon unilatérale, on va restaurer ceci, on va replanter cela, on va faire sans consulter personne, mais peu de chances qu'il y ait l'approbation et le succès de
de ces mesures-là. Puis c'est un des critères de l'Union internationale pour la conservation de la nature que la gouvernance des solutions nature soit inclusive et transparente. Fait que la création du comité faisait que les solutions allaient être conformes à ce critère-là. Fait qu'on contactait toutes les parties prenantes qui pouvaient avoir un intérêt dans la démarche. Puis ça peut être beaucoup de monde. Selon les régions, ça va être à géométrie variable, c'est sûr, là, mais dans la majorité des cas, ben, dans tous les cas, en fait, il y avait l'OBV, l'organisme de bassin versant, et le CRE qui étaient sollicités. Puis ensuite, selon les villes, il pouvait y avoir des groupes environnementaux locaux s'il y en avait, les communautés autochtones, des regroupements de producteurs forestiers. Il y en a beaucoup qui ont des pratiques de faire des plans d'aménagement qui incluent la biodiversité de plus en plus. Fait que c'est intéressant de les avoir autour de la table. Les regroupements de producteurs agricoles. Il peut y avoir des représentants d'industrie comme en Abitibi, il peut y avoir des représentants du secteur minier, par exemple. Dans d'autres cas, ça pourrait être l'industrie touristique, l'UPA. Ensuite, des représentants d'aires protégées. Il y a peut-être des gens dans la salle que leur territoire sur lequel ils travaillent vont être à côté de parcs nationaux comme celui d'Opémican ou d'Aiguebelle. C'est possible qu'il y ait des projets qui peuvent favoriser la connectivité avec ces parcs nationaux-là. Donc, c'est intéressant de les avoir autour de la table pour cette raison-là. Puis au niveau des villes, je sais que les villes n'ont pas tous les services selon l'ampleur de la municipalité, mais idéalement, il ne faut pas que ce soit juste les gens de l'environnement qui soient là, puis qui, après, présentent à leurs collègues, bon, ben, on a décidé qu'on ferait ça. Fait que c'est bien que les gens de l'urbanisme ou des travaux publics qui connaissent aussi les problématiques sur le terrain au niveau de la sécurité des inondations, ce genre de choses-là, ou au niveau des règlements aussi qui sont en vigueur, ben, qui soient autour de la table. Puis finalement, il peut y avoir des groupes citoyens, comme il y a certaines municipalités qui vont avoir des citoyens qui sont regroupés comme dans un comité vert ou un comité enviro, qui vont avoir des opinions puis des projets intéressants à soumettre. Fait que c'est intéressant de les avoir eux également. Vous voyez, il peut y avoir beaucoup de monde autour de la table, puis ça peut paraître comme une démarche qui va être longue, parce que quand on est nombreux puis qu'on discute, des fois, c'est long d'arriver à des consensus, mais tous les efforts investis là-dedans vont valoir la peine en termes d'acceptabilité puis de pérennité des solutions établies puis choisies. Ensuite, le comité va réaliser un portrait de diagnostic. Je vais laisser Donald en parler plus tard, mais je vais juste parler des 3 composantes du portrait. Donc, il y a 3 choses à documenter. Ce sont les milieux naturels de votre municipalité, qui vont souvent être bien connus justement par le CRE et l'OBV. Les enjeux climatiques vont souvent être bien connus. Il y a des documents qui les expliquent, là, entre autres ce qui est produit par Ouranos, mais vos producteurs agricoles puis vos producteurs forestiers aussi vont avoir des préoccupations bien à eux à transmettre. Puis les outils réglementaires là, et de planification, c'est tous les plans, règlements d'urbanisme, et etc. là, que la municipalité ou la MRC peut avoir. Ces gens-là vont ensuite, après avoir fait toute cette analyse-là, il va y avoir la rédaction d'un plan d'action qui, idéalement, est adopté par la municipalité. Mais parfois, le plan d'action ne va pas l'être dans des municipalités, entre autres, là, qui sont déjà très avancées en développement durable, en environnement, en adaptation au changement climatique. Vont dire, nous, on a déjà plein d'outils et de plans qui regroupent déjà plein d'actions. On ne veut pas avoir un plan de plus. On n'est pas en mesure de gérer un plan de plus. Fait qu'ils vont plutôt prendre les actions ciblées puis les intégrer à des plans déjà en cours. C'est une autre façon de faire. Nous, on ne veut pas alourdir votre vie avec notre projet. Là, on veut pas que ce soit plus difficile que c'est déjà d'œuvrer en milieu municipal avec les ressources limitées et tout. On comprend votre réalité. Puis finalement, on va mettre en œuvre le plan d'action. Là, je vous ai vraiment dit ça en quelques minutes, mais depuis plusieurs mois, on travaillait sur un guide. Le fond flou fait que le guide est flou, mais bref, vous le voyez sur ma diapo. J'ai reçu hier, là, fait que c'est tout frais sorti du four. C'est un guide, le sous-titre le dit, c'est un guide à l'intention des municipalités québécoises qui souhaitent faire de la nature une alliée dans la lutte contre les changements climatiques. Fait que ce guide-là, il va être disponible dans la 2e moitié du mois d'avril. Je vais vous envoyer via Andrea encore là, le lien. Si vous voulez recevoir une copie papier ou une copie électronique du guide, vous allez pouvoir vous inscrire puis le recevoir. Puis la copie papier, c'est vraiment le fun parce qu'on passe vraiment beaucoup de temps devant nos écrans. Mais la copie numérique est aussi intéressante parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de liens cliquables qui vont vous mener directement vers des ressources, des outils ou plus d'informations. Fait qu'ils sont un peu complémentaires. Je vous invite à vous procurer les deux.
Avant de céder la parole à Donald, je voulais vous parler brièvement des plans climat. Donc, vous en avez entendu parler, j'imagine. Le ministère invite les MRC à se doter d'un plan climat via le programme Accélérer la transition locale ou Accélérons la transition locale, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si les MRC, en fait, chez vous, ont déposé, c'est pour le 15 mars, leur intention de se doter d'un plan climat. Dans tous les cas, après ce que vous venez d'entendre, euh, je vous invite à inclure les écosystèmes dans votre plan climat. Parce qu'au fond, en ce moment, le plan climat, comment il est pensé, il y a deux grands volets. Il y a le volet portrait bilan là, des GES, puis un plan d'adaptation. Puis là, on vient de voir que les écosystèmes peuvent nous aider autant au niveau de diminuer nos GES qu'au niveau de l'adaptation. Fait que, tant qu'à réunir des experts autour de la table qui vont se prononcer sur comment faire ces choses-là, ben, je vous invite à rajouter dans vos experts un expert des milieux naturels. Donc, sollicitez votre CREV, vos OBV ou Nature Québec ou peu importe qui peut donner la voix des écosystèmes dans la rédaction de ce plan-là, parce qu'il y a tout le plan nature qui s'en vient aussi, mais je reviens à ma première slide, agir pour la biodiversité, c'est agir pour le climat. Puis ce serait bête de voir ces deux crises-là séparément alors que je me suis forcée de faire la démonstration qu'elles sont absolument liées. Fait que voilà, je revenais avec mon mot de la fin. Je l'ai martelé, je m'excuse, mais c'est vraiment ça que vous devez retenir. Agir pour la biodiversité, c'est agir pour le climat. Maintenant, je laisse la parole à Donald. Alors, une photo bucolique de Pressac et je lance sa première diapo. Donc, voilà, au revoir. Merci à vous. Merci, Marie-Hélène, de ta présentation. Je pense que ça met très bien la table là, sur ma présentation comme telle. Alors, je remercie le CREAT et Nature Québec de nous permettre de présenter un peu l'état, toute la démarche que la municipalité de Pressac a fait dans le cadre du projet pilote. On est très heureux d'avoir participé à cette démarche-là. Je pense que ça nous a vraiment, ça va nous permettre là, d'aller un peu plus en avant dans nos actions. Alors, juste faire un portrait de notre municipalité. Alors, on est dans la MRC Abitibi. On est sur un territoire de 500 km². Alors, c'est pas rien, c'est tout un territoire. On compte autour de 1000 habitants dans notre municipalité. On devrait atteindre le 1000 là, dans les prochains mois. Et on a 3 grands lacs qui caractérisent notre territoire également, là. Alors, c'est une des grandes préoccupations de nos citoyens, là, de protéger nos lacs et nos rivières. La prochaine slide. Marie-Hélène, merci. Alors, on est sur un territoire de villégiature, évidemment. Nous, on compte aussi à peu près 5 de terres agricoles. C'est pas beaucoup, mais c'est des terres agricoles qui sont très fertiles et beaucoup de terres agricoles non exploitées, détenues par des gens de l'extérieur, beaucoup. Mais on essaye de voir est-ce qu'on est capable d'utiliser ces terres-là dans un avenir rapproché, mais c'est préoccupant pour nous, là, le fait de laisser des terres à l'abandon, là. Alors, nous, on est sur des territoires, sur des terres publiques, alors qui appartiennent au ministère des Ressources naturelles, et on a des terres privées, évidemment, sur notre territoire. Alors, on est très heureux d'avoir participé à ce projet-là avec 9 autres municipalités et une MRC. Marie-Hélène en a fait mention tantôt. On était bien accompagnés par Nature Québec et le SNAP dans toute cette démarche-là. Le CREAT aussi a participé, l'OBVT était aussi également dans cette démarche-là. Alors, on est très heureux d'avoir participé à ça. Ça nous a éveillé beaucoup plus au niveau des solutions nature qu'on pourrait faire parce qu'on a toujours l'impression de dire, bon, on est en forêt, il n'y a pas il y a pas d'enjeu important, on est entouré de forêt, mais je pense on a pu constater qu'on avait besoin d'aller un petit peu plus loin dans nos démarches.
Alors, comme je disais tantôt, on est accompagné par Nature Québec et le SNAP. On a fait un portrait de notre municipalité, savoir un peu qu'est-ce qui était les meilleurs capteurs de carbone au niveau de notre municipalité. Est-ce que c'est les forêts, c'est les milieux humides? Alors, ça nous a permis, c'est Habitat qui nous a fait cette analyse-là, alors qui était très vraiment pointu là, au niveau de la recherche. Ça nous a donné aussi cet élément-là pour bâtir notre plan d'action. Savoir par où qu'on pogne ça, de quelle façon. Et avec le portrait qui a été fait, ben, ça nous a permis là, d'élaborer, puis je vais en venir tantôt là, sur notre plan d'action. Alors, on a identifié vraiment les meilleurs capteurs de carbone. Suite à ça, ben, on a développé un plan d'action. Au début, c'était un plan d'action qui visait beaucoup d'éléments, 9 à 10 cibles, et on a réduit ça parce qu'on s'est dit, bon, on n'a pas du personnel à la municipalité, beaucoup de personnel, fait qu'on a dit, on va y aller par petites actions, puis qu'est-ce qu'on est en mesure de faire également, là. Alors, bon, on parle de la première action, c'est la forestation de nos bandes riveraines. Comme je disais tantôt, on est vraiment dans un milieu de villégiature. Alors, on veut protéger notre lac aussi. Alors, on veut vraiment là, permettre à nos citoyens et citoyennes de mieux aménager le bord de lac. Et au mois de mai prochain, en mai prochain, on va distribuer des arbres et des arbustes à nos citoyens, nos citoyennes, pour qu'ils puissent aménager le bord de lac. Alors, ça, c'est une première action. Protection des forêts, évidemment. On va essayer de le protéger le plus possible. Protection des milieux humides. Cette action-là, avec encore Nature Québec, on a créé des affiches qu'on va mettre sur notre territoire pour expliquer c'est quoi un milieu humide, c'est quoi ces bienfaits de milieu humide, justement pour faire de la sensibilisation auprès de nos citoyens. Je pense que ça, c'est une première démarche. On devrait, le 6 juin prochain, mettre nos affiches là, sur notre territoire. Alors, on a ciblé 2 endroits où il y a beaucoup de citoyens qui circulent dans notre municipalité et qui puissent prendre connaissance là, de l'importance des milieux humides. Et toute la question de diversification forestière, ça, c'est un élément qui est fort intéressant. On a vu la situation des feux de forêt l'année passée, et je pense que les gens ont pris connaissance, ils ont pris vraiment cette situation-là au sérieux en disant, mais si on avait une forêt plus diversifiée, peut-être qu'on n'aurait pas eu toute cette flambée de forêts au niveau de la région, surtout du nord du Québec, là. Alors ça, c'est un élément sur lequel on veut travailler également. Et c'est sûr qu'il faut faire un bilan et un suivi là, dans notre plan d'action, voir un peu c'est quoi les actions qu'on a fait, est-ce que ça a porté fruit ou pas. Alors, je pense que ça, c'est intéressant. Et on veut s'inscrire aussi dans une deuxième démarche. Là, on attend de voir si Nature Québec va être, en mesure de nous accompagner dans notre démarche. Alors, le 6 juin prochain, on devra avoir des nouvelles là, à l'effet que est-ce qu'on peut aller de l'avant dans la deuxième phase là, de notre projet de Nature Québec. Voilà, ça, c'est notre plan d'action. Et dans l'élaboration du plan d'action, il y a un principe intéressant qui s'est dégagé sur la question de l'écofiscalité. Alors ça, c'est un principe que je pense que ça a allumé beaucoup ma collègue également, qui est avec moi dans ce projet-là, sur le fait, on sait qu'il y a déjà des pénalités qui sont imposées à des gens qui font des gestes contre l'environnement, mais on n'a pas l'inverse. Fait que ça, je pense, c'est quelque chose d'intéressant, qu'on puisse récompenser les gens qui font des bonnes actions. Et dans ce cadre-là, je parlais tantôt qu'on allait donner des arbres et des arbustes aux gens, mais on veut en défrayer une partie. Bon, les gens vont en défrayer une partie, mais nous, la municipalité, on va en défrayer également une partie pour permettre à ces gens-là de dire on va aménager notre bord de lac et la municipalité nous aide. Alors, je pense que c'est un premier geste qu'on veut faire et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à mettre en place, de récompenser au lieu de pénaliser nos citoyens, nos citoyennes. Alors, je pense que c'est une belle action.
sur lesquels on va cibler beaucoup nos actions. La prochaine, ben, l'information auprès de nos citoyens, nos citoyennes est fondamentale. Je pense que ça, tout le long du cheminement qu'on a fait à la municipalité, quand on avait des conseils municipaux, on faisait état de nos travaux qu'on faisait au fur et à mesure. Je pense que ça a beaucoup aidé. Ben, en tout cas, ça nous a aidé, nous autres. Puis ça a aidé aussi les citoyens en disant, bon, ben, le conseil municipal est préoccupé par cette situation-là, puis il travaille là-dessus, puis il y avait du cheminement, il y avait de l'avancement dans nos travaux. Je pense que ça, c'était fort intéressant là, auprès de nos citoyens et nos citoyens. Et la dernière, je crois, ben merci, ben oui, et voilà. Alors, quand on parle de grands territoires, alors nous, on a une route 395 qui traverse notre belle municipalité. Alors, notre slogan est 30 km de richesse à découvrir. Alors, c'est vraiment, c'est notre territoire qui détient cette richesse-là et c'est les citoyens et citoyennes qui en font partie également de cette richesse. Ben, merci à vous. Et je vous invite comme municipalité à aller de l'avant dans des actions, peut-être une ou deux, mais au moins d'aller commencer à réfléchir autour de cette situation de biodiversité et du, la réduction de nos GES. C'est difficile pour des régions comme la nôtre parce on a beaucoup de routes à faire, on n'a pas beaucoup de transports en commun. Mais je pense que être capable d'aller faire du captage de carbone par toutes sortes d'éléments, je pense que c'est un premier geste qu'on doit poser. Voilà, ben merci. Merci à vous Merci. tous. Merci beaucoup à vous deux pour votre partage et vos présentations vraiment très intéressantes. Euh, je vais juste prendre la balle au bon là, en spécifiant qu'on va avoir un webinaire sur l'éco-fiscalité le 9 mai prochain avec une spécialiste du sujet, Madame Fanny Tremblay-Racicot. Donc, restez à l'affût. Puis, je pense que ce serait maintenant le temps des questions. Si vous pouvez lever votre main, écrire dans le chat. Ah, une première question, Jacinthe. Ben, bonjour Donald, bonjour tout le monde. Je vois qu'il y a beaucoup de monde. Je suis très contente là, de la participation. Je trouve ça très intéressant ce que vous avez, en tout cas, présenté. Bon, j'ai des questions plus pointues, mais je vais y aller plus sur bon, pour ma afforestation, est-ce qu'on peut m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire? Même si je suis en foresterie, là, c'est un mot que je ne connais pas. Afforestation, Donald, éclaire-moi. Mais c'est de planter des arbres. C'est pas compliqué, là. Tu sais, que ce soit des bandes riveraines, que ce soit sur les bandes agricoles, entre autres, là, au niveau des ruisseaux, fait de la forestation sur ces bandes riveraines-là, sur les terres agricoles, là. La nuance là, entre reforester et afforester, là, mettons, reforester, ce serait replanter des arbres là où il y en avait puis il n'y en a plus. Afforester, c'est planter des arbres dans un endroit où il n'y en avait pas. C'est pas une forêt qu'on restaure, c'est un champ agricole, mettons, où on va transformer un bout qui était une prairie en forêt. Fait que c'est OK. ça la nuance syntaxique là, entre A C'est bon, c'est bon. Mais il ne faut pas oublier qu'en Abitibi-Témiscamingue, puis un peu partout au Québec, avant d'avoir des champs agricoles, c'était de la forêt. Mais bon, ça reste C'est très un vrai. autre aspect. On parle, tu parlais, Donald, aménager les bords de lac en plantant des arbres, je trouve ça parfait. J'apporterais juste un bémol dans le sens que j'imagine que vous faites une sensibilisation pour dire aux gens au départ, enlevez-la pas les arbres au bord de votre lac, là. Tu sais, il faut pas les enlever pour après aménager notre bord. Fait qu'il y a ça. Puis l'autre aspect pour le vivre ici au lac Abitibi, là, parce que moi, je reste au bord du lac, quand la pente est très forte, euh, les arbres, quand ils grandissent, ils finissent par avoir un impact sur le bord, puis ils aident au glissement de terrain. Fait que faut regarder au niveau de la pente aussi. Des fois, c'est peut-être plus des arbustes qu'on devrait mettre qu'un arbre qui va devenir très grand et très imposant. Euh, C'est ça qu'on va euh, mettre. Ouais. C'est la pas ça qu'on va. Ouais. Excuse, c'est pas ça qui nous a été dit de mettre, là. C'est plus des arbustes. Faut pas mettre des gros arbres, là, justement. C'est ça. C'est C'est bon. vraiment ça. Ouais.
C'est bon, c'est bien parfait. Ça répond à mon questionnement puis à ma préoccupation. Puis quand on parle de diversification forestière, parce qu'on vient de passer là, à la table de réflexion des forêts, oui, je comprends qu'on peut diversifier nos peuplements pour réduire le sensibilité, mettons, au feu de forêt, mais il ne faut pas oublier qu'une forêt, elle a toute une biodiversité associée au type d'arbres qui y poussent. Fait qu'il faut juste être un petit peu prudent dans ce sens-là quand on veut diversifier les essences. Puis l'autre élément que je trouve très, très intéressant, Donald, c'est vraiment la récompense des bonnes actions. Je pense que souvent, on a plus tendance à taper ses doigts que de récompenser pour les bonnes actions. Fait que je pense que c'est vraiment un élément clé là, dans votre plan d'action. Puis je pense que c'est une bonne idée pour l'ensemble des municipalités qui pourrait être faite. Puis le dernier élément que je pourrais mentionner, c'est une préoccupation, puis je le sais que l'OBVT a même remporté un prix là-dessus, c'est tout l'aspect des eaux usées des résidences isolées. Tu sais, vous avez beaucoup de villégiature. Ça, moi, c'est une préoccupation constante que j'ai par rapport à ça. Fait que je pense que des fois, pour l'avoir déjà vu dans des forums qu'on avait organisés auparavant, les municipalités, des fois, peuvent te bien aider des citoyens en résidence isolée. Ben, ça coûte très cher un nouveau système d'épuration des eaux usées. Et les municipalités peuvent accompagner ou en tout cas réduire peut-être un petit peu la facture par justement une récompense ou une application sur les taxes municipales plus longues, en tout cas, différents moyens pour inciter les citoyens à se conformer. Puis, l'autre élément que je pourrais mentionner en terminant, je sais qu'en Abitibi-Témiscamingue, il y a eu bien des choses qui se sont faites. Souvent, on s'est fait dire, puis on le dit encore, oh, il n'y en a pas de systèmes qui sont appropriés sur nos argiles lourdes, etc. Moi, je pense qu'il y en a des systèmes, il faut juste vouloir l'aller de l'avant. Ça coûte très cher, mais c'est un des éléments importants au niveau de la villégiature, moi, qui me préoccupe là, constamment, les eaux usées des résidences isolées. Fait que merci beaucoup de la présentation. Puis mes autres questions, je les enverrai directement à Marie-Hélène parce que c'est beaucoup plus technique, là. Fait que félicitations, Donald. Je suis très fière de votre municipalité. Puis je suis bien Merci. contente que vous ayez participé. Je Merci, c'est reconnais gentil. ton petit côté, naturel qui ressort. Merci. Mais merci, merci. Mais au niveau des résidences isolées, les rejets des résidences isolées, bon, on a tenté, en tout cas, une première démarche, justement avec l'OBVT, ils nous a fait une offre pour faire un peu l'analyse des champs d'épuration et des fosses septiques. Et disons que la réponse de nos citoyens, il y avait 4 citoyens dans la salle On leur a fait peur. sur 1000 habitants. Et dans les 4, il y avait un couple. Alors, il y avait 4 personnes sensibilisées là-dessus, mais disons qu'on a frappé un mur. Ouais. On pourra dire ça. Fait qu'on essaie de le prendre autrement. Alors là, on va créer un comité d'environnement qui va se pencher là-dessus, qui va faire des réflexions. On va essayer de voir de quelle façon qu'on pourrait approcher nos citoyens. Parce qu'on le sait qu'il y en a sont conformes, là, tu sais. Depuis les 20 dernières années, là, écoute, les gens respectent la réglementation, demandent un permis, tout va bien là-dessus, mais les autres, avant, on sait qu'il y a des citoyens et des citoyennes qui sont pas trop conformes, là. Et ça, c'est une réalité qu'on a, je pense, dans l'ensemble de nos municipalités. Et c'est un peu ça qu'on va essayer de voir. Et effectivement, je pense que la municipalité a aussi une approche différente à faire. Tu en as fait mention, Jacinthe, tantôt. Je pense que quand on dit d'éco-fiscalité, ça en fait partie, ça aussi. Alors, ceux qui font des bons coups, oui. Ceux qui en font des mauvais, mais je pense que la municipalité doit être là pour les supporter également. Fait que, on travaille là-dessus. Merci. Je pourrais poser votre question aussi, Jean-Sébastien. On vous entend pas, je crois, à moins que... Pouvez-vous écrire votre question dans le chat?
Ok, en attendant, on pourrait aussi. Est-ce qu'il y a une autre question? OK. Le commentaire, les villes peuvent utiliser le droit de préemption pour acheter des terrains et les rendre en milieu conservé. Oui, Jacinthe, c'est-tu en lien avec eux? Ben non, mais là, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de questions, au lieu d'écrire à Marie-Hélène, je me disais que je pourrais peut-être y poser la question directement. Dans ta présentation, Marie-Hélène, dans le dossier agricole, il y avait aussi un autre mot que je ne connaissais pas, que j'aimerais bien que tu m'expliques qu'est-ce que ça veut dire. Puis j'ai pas eu le temps de l'écrire parce que tu es passé à la diapo suivante. Ça commençait par Sylvopa quelque chose. Là, ça, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? J'aimerais bien que tu m'expliques qu'est-ce que ça veut dire ce mot. Fanny, OK. elle parlait, elle avait l'air à comprendre, elle. Ben, je suis retournée à la diapo, là, c'était sylvopastoralisme. Comme je vous disais, je ne suis pas agronome, là, mais s'il y a quelqu'un dans la salle qui veut compléter ou me corriger, vous serez les bienvenus. Mais le sylvopastoralisme, pour ce que j'en sais, c'est la pratique d'avoir des animaux qui vont aller en forêt pour se nourrir. Au Québec, j'ai vu un exemple de cochon là, qui était comme en forêt, puis qui labourait le sol forestier, puis qui se nourrissait des écosystèmes, des insectes, puis des trucs qu'il trouvait. Fait que c'est bétail plus forêt. Puis C'est quelqu'un est capable. c'est une façon de réduire les gaz à effet de serre, le fait que les animaux puissent aller manger en forêt. Je vais très humblement vous avouer que mon ignorance quant à cette question-là, là, c'est pas moi qui ai créé la diapositive agriculture, c'est ma collègue Rachel que plusieurs d'entre vous là, ont rencontré parce que je reconnais des noms dans la salle de gens qui sont déjà impliqués dans le projet, qui elle est agronome. Là. Fait elle, elle pourrait vous répondre. Je peux faire la recherche puis vous revenir, mais moi, je ne sais pas par quel mécanisme le sylvopastoralisme agit sur les gaz à effet de serre, honnêtement. OK, merci. Ma dernière question, puis je vais laisser après ça Johan, là, aussi, parce qu'il a levé sa main. Tu as parlé du goglu, bon, comme une espèce menacée. Puis là, peut-être que ma connaissance n'est pas bonne, mais moi, à ma connaissance, le goglu, c'est pas une espèce indigène au Québec. C'est une espèce qui a été introduite il y a plusieurs années, comme un peu les tourneaux sansonnets, là. Fait que quand tu as mentionné que par rapport à la prairie, si on avait l'espèce menacée comme le goglu, puis je me souviens pas de l'autre terme, euh, dans le fond, je me suis posé la question, je dis, ah, OK, c'est considéré comme une espèce menacée. À ma connaissance, c'était même pas une espèce indigène. Là. Fait que, mais c'est pas grave si vous n'êtes pas capable de répondre, c'était juste un questionnement que j'avais par rapport à l'espèce. Là. Ben, je suis certaine que le goglu des prés est une espèce à statut parce que j'ai vérifié avant la conférence. Mais je ne sais pas, tu sais, comme dans l'attribution d'un statut, s'il y a un critère tu sais, par rapport au fait que l'espèce est indigène ou non. Tu sais, c'est une espèce qui a été introduite, mais depuis plusieurs centaines d'années, puis qu'elle s'est adaptée à nos écosystèmes, puis qu'elle vit ici depuis longtemps. Tu sais, versus une exotique envahissante, là, c'est sûr que c'est pas la même histoire. Fait que, tu sais, je suis pas dans les gens qui donnent ces statuts-là. Fait que je ne sais pas comment ils abordent cette question-là, mais assurément, oui, elle a un statut actuellement, l'espèce. On, on pourrait passer, là, si ça répond bien à la question, on pourrait passer là, à Johan. Oui, bonjour tout le monde. Ben, je voulais juste rebondir sur le sylvopastoralisme, terme dur à dire. Dans le fond, c'est ça, c'est de concilier quand même le pâturage, élever le bétail, que ce soit pour la viande, le lait, dans un milieu qui va être forestier, donc auquel cas où les arbres vont pouvoir stocker du carbone et où la forêt en tant que telle va apporter des bénéfices écosystémiques différents que ceux qu'on va retrouver dans un champ traditionnel. Après, c'est sûr qu'il y a faut prendre ça avec des pincettes, faut que ce soit bien fait. Tu sais, on va pas faire du pâturage dans une forêt naturelle qu'on veut protéger, mettons, mais c'est une alternative à l'agriculture intensive qui est pas mal la manière la plus répandue de faire de l'agriculture aujourd'hui. Merci Je, beaucoup pour la précision. je vais vous mettre dans le chat un article de la FQM sur le droit de préemption. Si, vu que Jean-Sébastien Vecto ne peut pas parler, euh, Oui. je vous partage ça pour lecture future. Ah, super, ben merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ah oui, Aurore. Ben,
C'était pas une question, mais je voulais compléter. Yann a bien complété sur le pastoralisme, Jacinthe. Mais puis, tu sais, historiquement, c'est utilisé, puis ça a été utilisé dans plein de pays, en fait, pour aussi utiliser des terrains qui ne seraient pas accessibles, qui sont plus rocailleux, montagneux, tu sais, plus difficiles aussi. Donc, ça permet d'utiliser ces terrains-là aussi. Donc, d'éviter aussi d'avoir juste à mettre à niveau des terrains pour faire tu sais, de l'agriculture classique et intensive aussi, comme on peut le voir par des modèles plus traditionnels, je veux dire. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est un terme qui, mais pour des techniques qui ont aussi été tout le temps utilisées depuis de nombreuses années, depuis beaucoup de décennies dans certains pays aussi. Fait que je sais pas si ça répond à ta question aussi. C'est des terrains qui sont trop arides aussi, peut-être, là, pour une culture classique, mais là, tu viens aussi amender le sol d'une autre façon, là, par une conciliation d'usage aussi. Jacinthe. Encore moi. Ben, je reviens à ce que vous dites, parce que pour l'avoir déjà vu, euh, puis tu sais, peut-être c'est vraiment une mauvaise compréhension de ma part, mais quand tu envoies du bétail, bon, là, dans mon exemple, moi, c'est des vaches, là, dans une forêt, je comprends que ça peut apporter au niveau du sol avec le fumier, puis tout ça, un apport. Par contre, ça, ça pilote et puis ça finit par briser les racines des arbres. Les arbres finissent par mourir. Les animaux grugent l'écorce des arbres aussi. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je me questionne, puis je comprends l'aspect des, quand plus en montagne, que tu sais, c'est plus des terrains difficiles, on ne peut pas cultiver là-dessus, mais on peut envoyer des animaux en package pour se nourrir. Par contre, j'ai vraiment cette image-là dans la tête que quand tu envoies du bétail packagé dans une forêt, ben à la longue, la forêt finit par mourir parce que les animaux ont piétiné les racines puis les arbres n'ont pas survécu. Fait que c'est un questionnement que je me pose, mais il y a différentes façons de faire. Là. Comme disait Johan, il faut le faire d'une bonne façon. Fait que c'est ça que je voulais mentionner de ce que moi j'en connais, de ce que j'ai déjà vu là. C'est ça que je voulais dire. Merci. Je pense qu'on aurait le temps pour une dernière question. Philippe, tu peux y aller. Ben, moi, je voulais juste rebondir encore sur la même thématique, mais c'est parce que moi, puis je sais pas si je le comprends mal, mais ça me fait penser à ce que EcoBuff fait, puis j'imagine que vous êtes peut-être familier, là, que c'est Mhm. moins d'envoyer le bétail dans le bois que d'envoyer des arbres dans les champs. Puis eux, ce qu'ils avaient montré de mémoire, c'est que s'ils mettaient des arbres, le foin, whatever, je ne suis pas agronome, séquestrait plus de carbone parce que les racines allaient plus profond. Fait que c'était là que le gain se faisait. Là. Puis j'imagine, là, je pense à Aurore, tu faisais le nom de la terre, fait peut-être que c'est peut-être pas le même le mot qu'il utilisait, là, mais il me semble que, en tout cas, moi, c'est le même que je le voyais, là, plutôt que d'envoyer des vaches en plein bois. C'est dur à partir le débat. Je le sais pas. Je pense que c'est un entre-deux, puis ça dépend d'où on part, puis de à quel terrain on l'applique. Parce que Jacinthe a aussi raison. Tu sais, puis c'est comme Johan le disait, si on va mettre des vaches en forêt, ben là, ça va avoir dans une forêt naturelle, ben, ça va avoir un impact sur la forêt naturelle. Fait que là, dans ce cas-là, tu sais, c'est pas ça l'objectif. Fait que, tu sais, en effet, moi, je pense qu'il faut plutôt regarder. Mais ce que je voulais dire, c'est que du sylvopastoralisme, par exemple en Europe ou en Asie ou autre, tu sais, c'est utilisé pour des terrains plus chaotiques. Puis, tu sais, ça a été utilisé depuis des centaines d'années. Fait qu'après ça, c'est un écosystème nouveau qui s'est créé avec, tu sais, des pratiques. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, tu sais, les arbres aussi se sont adaptés et autres, puis c'était pas forcément des vaches, mais c'est tout un écosystème qui est des fois associé aussi à des pratiques aussi. Donc, c'est vraiment différent. Mais tu sais, des pratiques comme EcoBuff le font, ben ça c'est des techniques qui deviennent aussi intéressantes. Puis rajouter des arbres dans des milieux, tu sais, c'est certain que ça a plein d'autres avantages aussi là, qu'on pourrait regarder, là, puis qu'on pourrait considérer. Mais c'est ça, comme le temps défile, je pense qu'on pourrait avoir un sujet au complet là-dessus.
Ben, moi, je voulais juste une précision pour Philippe. Là, on a eu une présentation, notre AGA l'année passée, c'est au COPEF est venu nous faire une présentation. Dans le fond, ils font pas packager les animaux en forêt. Ils font des bandes entre les cultures. Ils ont essayé plein d'essences. Ils font de la rotation dans le sens qu'ils limitent les animaux dans le champ à un endroit de X de superficie. Et puis, ils déplacent les clôtures pour que les vaches changent d'endroit d'une place à l'autre. Puis les arbres vont servir de brise-vent, puis le principe d'éco-bœuf pour le bœuf pas éco-responsable, en tout cas, le terme m'échappe, mais c'est vraiment par rapport aux racines des plantes qui n'ont pas besoin de cultiver, mais qui vont absorber beaucoup de carbone. C'est beaucoup ça le principe, puis moins d'intrants aussi qui fait en sorte qu'ils considèrent qu'ils sont carboneutres. Là, je dirais rapidement, là, c'est un peu la présentation qu'ils nous ont faite là, l'année passée. C'est quand même très intéressant. Puis vous pouvez aller voir sur leur site Internet aussi. Là, fait que, ben, merci beaucoup pour la présentation. Puis c'était super intéressant. Je vais revenir. Ben, merci beaucoup à tout le monde. Puis, je vais vous partager, là, lorsque Marie-Hélène va me fournir son guide pour les solutions nature aux municipalités, je vais vous envoyer ça. Puis, je vais aussi vous faire parvenir le lien de l'enregistrement du webinaire au cas où que vous OK. voulez retourner voir certaines informations. Donc, merci beaucoup à tous. Puis, Parfait. bonne journée. Merci. Merci de l'invitation. Merci. Bon dîner à tout le monde. Mm.